des cerfs. Vous écoutez Coué, bonjour. C'est la deuxième partie de l'émission et on va retrouver notre chroniqueur bien-aimé, Éric Pouliot-Tisdale. Vous êtes là? Quoi, Éric? Oui, bonjour, comment ça va? Ah, ça va, ça va. Bon, Éric, imaginons que tu es installé au Centre Bell. Le message arrive en haut. Le Canadien te dit qu'il joue au hockey mal en territoire non cédé. Et Toi, voilà. tu descends bas au banc de l'annonceur, tu passes au micro et qu'est-ce que tu dis? Ben, écoutez, c'est vraiment compliqué parce que évidemment, tant dans l'anthropologie, l'archéologie que dans l'histoire, ça demeure un chaos absolu, l'histoire des Iroquois du Saint-Laurent, parce que quand on regarde les historiques, disons, on observe, disons, dans le deuxième voyage là, de Jacques Cartier, on voit sa description. Il arrive, il rencontre ces gens-là, mais les dialectes, tous les mots, les dialectes, les notes qui ont été prises, il y a beaucoup de symbiose iroquoienne, algonquienne, des dérivés potentiellement Wendaké aussi. Donc, ça semblait être une espèce de potentiellement un groupuscule de gens aussi qui se rencontraient puis qui avaient potentiellement aussi développé une dialectique particulière. Peut-être que c'était une espèce de groupuscule des 5 nations qui montait au nord occasionnellement pour développer des relations diplomatiques dans le nord, tenter peut-être d'élargir la confédération iroquoienne, sauf qu'on n'a pas vraiment de suivi concret là-dessus, puis ça demeure toujours des spéculations absolues. Présentement, il y a un livre qui vient de sortir par Roland Villot qui s'appelle « Jean du fleuve, Jean de l'île, Hochelaga en Laurentie iroquoienne au 15e siècle ». C'est super intéressant parce que c'est tant archéologique que historique. Il donne diverses potentialités, puis il reste absolument sobre dans sa description aussi, en indiquant toujours, disons, comme ces phrases débutent souvent par « nous ne savons pratiquement rien », ils avaient possiblement, on ignore si. Donc, il marche vraiment avec prudence dans ses théories. Puis c'est ça que je pense qu'il est important de considérer quand on parle des Iroquois du Saint-Laurent, notamment ceux de Montréal plus spécifiquement, parce que c'est tellement limité qu'est-ce qu'on a en fait de ressources d'archives et de dire aussi, disons, dans la tradition orale, parce qu'il y a aussi un autre problème qui se produit dans la tradition orale, c'est que la terminologie, quand on dit c'est notre terre, c'est pas une terminologie traditionnelle qui avait un sens possessif. C'est un concept très eurocentrique, hein? Oui, c'est ça. La théorie immobilière, notre terre, n'existait pas autrefois. Puis même dans l'expression Innu Nitassinan, c'est plus comme le sol qui nous est donné, tu sais, le sol qui nous est légué, sans possession. Mais présentement, je remarque que peut-être à cause d'une insécurité collective aussi avec, je veux dire, c'est normal aussi où est-ce qu'on en est rendu là, l'après-colonie et tout ça, les gens tout à fait dépossédés de leur historique en quelque sorte, parce que tout ce qu'on voit sur la sellette, c'est qu'on voit des historiens tous non autochtones qui sont toujours interviewés, qui sont toujours consultés. On parle les écrits de Bruce Trigger, les écrits d'Alain Beaulieu. Et par-dessus le marché, qu'est-ce qu'on a? On a Gilles Proulx au Journal de Montréal. On a Joseph Facal au Journal de Montréal. Et puis, on a même, je me rappelle d'un article de Régent Tremblay, d'une chronique sportive qui a absolument aucun crédit au niveau historique, qui est venu absolument dégrader donc que Montréal était une terre où des Mohawks auraient vécu.
On le voit dans un article au 19 janvier 2021, Clotaire, Rapaille et le Mohawk, où il discrédite complètement l'histoire des Mohawks ou d'une association avec les Iroquois du Saint-Laurent et des Mohawks, parce que c'était fort probablement une délégation partiellement reliée culturellement avec les 5 nations. Je veux dire, peut-être que c'était même une partie rebelle qui s'était exilée vers le nord et qui ont rencontré des Hurons et des Algonquins, mais on ne le saura jamais. Ça va évidemment demeurer une spéculation longtemps et toujours. Donc, c'est vraiment ça la complexité, parce qu'il n'y a personne qui semble unanime là-dessus. Tant il y a une parcelle des gens des 3 communautés, disons, Mohawk du Québec, qui disent que Montréal est une terre Mohawk depuis toujours, alors que beaucoup d'académiciens, des 3 communautés aussi, gardent une certaine réserve aussi là-dessus et puis préfèrent avoir un œil scientifique avec un recul, tu sais. Parce qu'aussitôt qu'on reste émotif, ça perd beaucoup de crédibilité en fait scientifique puis analytique. Un des problèmes, Éric, c'est aussi qu'on parle maintenant, avec nos critères de maintenant, de propriété de territoire. À l'époque, c'était un partage. C'était l'endroit où on faisait des échanges, où on protégeait les uns les autres, où on attaquait les uns les autres. Mais c'était pas le sol lui-même qui était une propriété. Ben non, c'est ça. Puis si des gens, disons, montaient... Imaginons que ça serait un groupuscule de la Confédération des 5 nations d'époque qui montait occasionnellement, disons, à Montréal. Mais s'il montait occasionnellement, ça demeurait tout de même un lieu où il montait occasionnellement. Donc, un lieu coutumier, traditionnel, disons, même si c'était que par parcelle temporairement, disons. Alors donc... c'est comme s'il fallait absolument qu'il y ait une théorie d'une appartenance continuelle, perpétuelle. Donc, d'être semi-nomade, ça vient de couper toute forme de lien avec un lieu, selon plusieurs historiens, disons, qui disent que les Iroquois du Saint-Laurent seraient complètement disparus. Donc, aussi, je ne veux pas invoquer la théorie que c'est directement une sous-souche des 5 nations. Peut-être que non plus. Peut-être que c'est un groupuscule qui se sont symbiotisés, disons, un groupuscule et de Mohawk et de Hurons, disons, peut-être. Donc, on pourrait dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches à faire pour dire c'était quoi la vérité dans ce dossier. Exactement, oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a certains conseils de bande, sans les nommer, disons, mais qui ont fait des affirmations que ce sont eux qui étaient toujours là. C'est un peu nul de nullité quand on n'apporte pas un backup, un soutien à certains dires. Sur ces mots, Éric, on te remercie. Ben, plaisir. Donc, passez une belle fin de semaine. Merci, toi aussi.